Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Le sabre laser à votre ceinture. Il y a que les Jedi qui en ont des armes comme celle-là. L'arme noble d'une époque civilisée. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La force? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Je sens monter ta colère. Je suis sans défense. Prends ton arme. Tu peux me terrasser avec toute la force de ta haine et tu auras terminé ton voyage vers le côté obscur. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Le conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi. Je te le promets. Bonjour à tous, c'est Gary Cover, bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Podcast un petit peu tardif puisque entre la sortie de la nouvelle extension de World of Warcraft et mon boulot, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des enregistrements. Toujours est-il que je reviens cette fois avec un gros morceau d'histoire, puisque maintenant qu'on a vu les 2 épisodes spéciaux Jedi et Sith, on attaque la vraie partie histoire, c'est-à-dire qu'on va détailler, je vais détailler petit à petit tous les éléments de la chronologie Star Wars. Donc ça va mêler aussi bien des anecdotes sur les Sith, sur les Jedi que sur d'autres peuples. La première grosse partie, après les guerres Sith, puisque tout ce qui est avant la période dite de l'ancienne République, même si ça reste l'ancienne République, donc tout ce qui est avant Revan, les 2 jeux vidéo Knights of the Old Republic et le MMO The Old Republic, ce sont des parties assez inexplorées finalement de l'univers. C'est des légendes, on a des traces de ce qui s'est passé, on a des récits donc via des bandes dessinées, via des romans, mais finalement ça reste assez nébuleux, on n'a pas vraiment énormément de détails. On sait simplement qu'il s'est passé telle chose, que telle personne a fait telle attaque contre tel camp, et il s'est passé ça. On n'a pas vraiment d'application, on va dire, personnelle des personnages, et cette nouvelle partie, donc avec notamment Revan, puisque c'est la grosse partie de ce numéro, sera beaucoup plus approfondi. D'ailleurs, à partir de maintenant, les épisodes qui font retracer la chronologie seront séparés en plusieurs parties, donc il y aura une sorte de petit sommaire. Donc la première partie, c'est je vais replacer le contexte historique, puisque mine de rien, en fait on raccroche juste la fin de l'épisode avec les Sith, donc la guerre contre Exar Kun. Et on va enchaîner tout de suite sur les guerres mandaloriennes avec l'intervention de Revan et d'autres éléments qui ont pu se dérouler autour. Par la suite, on verra le massacre des Padawans de Taris et la part qui a prise Zayn Karrik, un des personnages pas très importants de l'univers étendu de Star Wars, mais qui a une histoire très intéressante. Et finalement, l'axe Revan, donc toute la partie de Revan à partir du moment où c'est un chevalier Jedi, quand il devient un Sith, quand il redevient un chevalier Jedi, quand il redevient un Sith encore une fois, enfin quand il fait le yo-yo entre les deux, et voilà. Obi-Wan ne peut plus l'aider, mais la Force est avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Donc pour se replacer dans le contexte, la République vient de subir plusieurs guerres en à peu près 1000 ans, donc en moins 5000, les Sith dirigés par Nagasado arrivent, c'est ce qu'on appelle la grande guerre de l'hyperespace, puisque les 2 camps se sont affrontés quand les Sith ont été capables de retrouver les routes hyperspatiales. Donc la République repousse les Sith menés par Nagasado, les poursuit sur Korriban pour les achever,
Les Sith survivants vont se réfugier dans le secteur de Dromund Kaas et ils resteront invisibles pendant plus de 1000 ans, pendant que Naga Sado va aller se planquer sur Yavin 4 où il va mener pendant quelques années quelques expériences avant de rentrer en stase. 600 ans plus tard, Freedon Nadd découvre Naga Sado après quelques péripéties. Il suit la formation pendant 20 ans, tue Naga Sado et va aller conquérir le système d'Onderon et il va régner pendant plusieurs centaines d'années sur Onderon. 400 ans plus tard, Freedon Nadd est mort. Il a été vaincu lors d'une guerre, pas par des Jedi, il a été vaincu par des personnes tout à fait normales, un peu submergées, et puis surtout qu'il était très vieux. Donc aux alentours de 4000, Arca Jet, un maître Jedi, va déplacer la tombe de Freedon Nadd qui avait toujours un très grand pouvoir sur la lune de Xun, et il sera tué d'ailleurs par le spectre de Freedon Nadd qui a conservé une partie de son pouvoir. Quelques années plus tard, et c'est là que c'est important, Exar Kun découvre le tombeau de Freedon Nadd, donc c'est alors un jeune apprenti, un jeune Jedi tout frais, et il succombe au côté obscur, à l'attraction du pouvoir. Il devient le nouveau seigneur noir des Sith, nommé par Marc Aragnos lui-même, donc Marc Aragnos qui était le prédécesseur à la tête des Sith de Naga Sado, donc il y a plus de 1000 ans avant. Exar Kun donc devient le seigneur noir des Sith et il plonge la galaxie dans un chaos infernal. Beaucoup de Jedi se rallient à sa cause. Il utilise des armes Sith très puissantes et il met la galaxie à feu et à sang. Il est vaincu quand son apprenti Ulic Qel-Droma, qui était aussi un Jedi corrompu, fait sa rédemption et le trahit au profit des Jedi. Et son esprit restera enfermé, enfin l'esprit d'Exar Kun restera enfermé pendant plusieurs milliers d'années dans un temple sur la lune de Yavin 4. 50 ans plus tard, la République a commencé à se relever, à reconstruire tout ce qui avait été détruit pendant les affrontements, et les Mandaloriens, dont le chef Mandalore avait été tué pendant le conflit avec Exar Kun. Donc en fait Mandalore s'était allié avec Exar Kun et il a été presque trahi, enfin il est mort dans des circonstances un peu bizarres, donc on sait pas trop si c'est la République ou si c'est Exar Kun. C'est la République qui l'a tué, mais à cause d'une trahison d'Exar Kun, donc c'est un peu il y a anguille sous roche en fait. Et donc les Mandaloriens décident subitement d'attaquer. Ils sont dirigés par le nouveau Mandalore, surnommé l'Ultime, qui a soif de conquête. De toute façon, c'est des Mandaloriens, donc c'est un peuple de guerriers. Ils vont se lancer à l'assaut de la République, qui est assez affaiblie, mine de rien, puisque les infrastructures ne sont pas reconstruites. En 50 ans, même si c'est énorme à notre échelle, à l'échelle de la République, c'est petit. Les flottes de vaisseaux n'ont pas toutes été reconstruites. Il y a eu vraiment d'énormes dégâts provoqués par Exar Kun et la République est encore bien faible. Donc, les Mandaloriens attaquent et ils commencent à conquérir petit à petit. Donc, ils agissent un peu comme des sauterelles. Ils sautent d'une planète à une autre et ils arrivent à récupérer toute la bordure extérieure. Face à l'approche imminente des Mandaloriens en direction du noyau, la République demande l'aide des Jedi pour reconquérir les systèmes perdus, mais les Jedi malheureusement sont très affaiblis par la guerre d'Exar Kun. Là on parle plus de reconstruction matérielle, ce qui était le problème principal de la République. Là on parle vraiment d'effectifs. Beaucoup de Jedi sont morts. D'autres ont trahi les Jedi, donc ils sont partis ou ils ont été tués. L'Académie d'Ossus a été en partie détruite, donc est un peu inexploitable. Là, on touche vraiment un cœur du problème des Jedi, c'est que ça prend énormément de temps de former un Jedi. Ça prend beaucoup plus de temps que de construire un chasseur stellaire. Du coup, les Jedi sont souvent en première ligne et souvent leur effectif est assez faible. Donc là, les Jedi refusent, puisqu'ils n'ont pas l'effectif et ils peuvent vraiment pas se permettre une nouvelle guerre tout de suite. Et la République est donc seule face à ces Mandaloriens.
d'autant que le Conseil Jedi vient d'être impliqué dans un événement assez dramatique qui est le massacre des Padawans de Taris. L'origine de ce massacre remonte bien des années plus tôt, durant la guerre entre Exar Kun et l'Ordre Jedi. Le Jedi Barizon Dre est tué au cours d'une embuscade Sith tandis que sa femme, Krinda, accouche de Lucien, leur fils unique. Endeuillée par la mort de son époux, Krinda s'isole dans sa demeure. C'est une voyante particulièrement puissante, issue d'une grande lignée de Jedi. À l'époque, les Jedi avaient donc le droit de se marier et d'avoir des enfants. Certaines familles étaient très importantes et avaient une influence énorme sur le Conseil. La famille Dre possédait non seulement une bonne influence dans l'ordre Jedi, mais également une fortune très importante, gérée par une société indépendante, le Trust Dre. Étant donné que Krinda est une voyante très puissante de par ses origines, le Conseil lui envoie, malgré son isolement suite au deuil de son mari, le Conseil lui envoie des étudiants pour qu'ils soient formés aux arts Jedi et notamment à la voyance. Elle est tellement bouleversée et complètement déphasée de la réalité qu'elle refuse systématiquement tous les padawans qui sont présentés à elle, et elle ne garde pour compagnie que un droïde et son fils. Seules ces deux personnes sont autorisées à la voir. Mais en moins 3993, le Conseil lui envoie Canilia, une jeune Miraluka particulièrement douée, comme l'est tout son peuple, dans les dons de voyance. Puisque les Miralukas sont un peuple très sensible à la force, mais qui sont aveugles. Donc ils se reposent uniquement sur leur sens Jedi, ou lié à la force, puisque certains ne deviennent pas des Jedi, mais ils se reposent uniquement là-dessus pour pouvoir survivre. Devant une telle puissance, Krinda décide qu'elle va créer une organisation, qu'elle va pouvoir se servir de cette puissance pour créer une organisation axée sur la voyance pour empêcher le retour des Sith. Bien sûr, les organisations parallèles Jedi sont pas super bien vues, donc elle crée le Covenant, non pas contre l'avis du Conseil, puisque le Conseil n'était même pas au courant, et cette organisation secrète est soutenue financièrement par le Trust Dre, donc qui gère la fortune de la famille Dre. De son côté, son fils, qui n'avait pas de don de voyance, et qu'elle a d'ailleurs rejeté pour ça, suit un entraînement auprès de Azen, un padawan qui n'a jamais réussi les épreuves, et qui était par le passé l'écuyer de son père. Puisque la famille Dre était tellement puissante et que l'ordre Jedi reste un ordre de chevalerie, certaines familles avaient des écuyers. La famille de Azen a fourni plusieurs générations d'écuyers à la famille Dre. Azen a d'ailleurs été gravement mutilé lors de la mort de Barizon Dre, puisqu'il a également subi l'embuscade. Il y a perdu un bras et une jambe, même s'il a réussi à survivre. Les voyants les plus puissants du Covenant forment le premier cercle de veille, pendant que Lucien, suite à sa formation avec Azen, intègre l'ordre Jedi. Des années plus tard, Lucien est devenu un chevalier Jedi, au même titre que les voyants du premier cercle de veille, qui ont eux-mêmes intégré l'ordre. Lucien devient donc la main armée du cercle, et il se débrouille pour que leurs affectations aboutissent toujours au même endroit. La famille Dra a eu énormément d'influence sur le Conseil. L'un des autres objectifs du Covenant, et notamment du cercle de veille, est de réunir tous les artefacts Sith et de les cacher dans un endroit tenu secret pour éviter que les Sith reviennent et puissent s'en servir contre les Jedi. Donc en soi c'est un but assez louable, malheureusement ça a vite dérapé. Le cercle retrouva la trace du talisman de Mur, une puissante relique Sith sur la planète Taris. Malheureusement, Taris étant hors juridiction de la République, il était difficile pour un groupe de Jedi de s'y rendre, et du moins en tant qu'envoyé de la République. Le Conseil accepta toutefois d'envoyer Lucien et le Cercle, à condition que ceux-ci prennent des padawans. Lors d'une excursion, les voyants ont une vision, un Sith portant un scaphandre, identique à ceux utilisés par les padawans lors de leur mission en espace. Ils ont conclu qu'un des padawans deviendra un Sith et deviendra donc une menace. Ne sachant pas quoi faire, le Cercle demande à Lucien de contacter sa mère pour savoir ce qu'elle en pensait. Lucien, lui, il voulait les tuer. C'était plus simple et surtout plus rapide. Krinda n'était pas complètement dépourvue d'humanité,
et voulait s'assurer de la véracité de la vision en ayant un contact direct avec les Padawan. Mais Lucien a voulu faire du zèle et il a menti au premier cercle en prétendant que sa mère était d'accord pour qu'on les exécute immédiatement. Il fut donc décidé d'agir lors de la cérémonie d'adoubement des Padawan, cérémonie qui allait à coup sûr réunir tous les Padawan et les maîtres dans une salle close fermée à tout contact extérieur. Quand Shad Gelavan, l'un des Padawan, rentra dans la salle, il constata que les maîtres avaient gardé leurs sabres et que les apprentis non. Normalement, les Jedi ne sont pas censés porter leurs sabres dans le temple de Taris et sont censés les déposer dans des râteliers prévus à cet effet. Pour contrer l'argument, Lucien explique qu'il s'agit simplement du rituel de la cérémonie et que c'est tout à fait normal que les maîtres aient gardé leurs sabres. Shad constate également que Lucien a gardé son sabre. Alors qu'il sait très bien que Zayn n'a pas les capacités pour devenir un chevalier Jedi puisqu'il a un contact beaucoup trop irrégulier avec la force, même s'il y met beaucoup de volonté. Craignant d'être découvert, Lucien et les autres maîtres décident de passer à l'action et tuent immédiatement les Padawan. Le plan d'origine était de rejeter la faute sur Shad, justement, en prétendant que vu qu'il s'était vu refuser le titre de chevalier Jedi, il était rentré dans une colère folle, avait tué tous les autres Padawan, et pour l'arrêter, les maîtres avaient dû l'abattre. C'était un plan sans faille, puisque personne n'aurait pu prouver que c'était la vérité ou une belle arnaque. Sauf que Zen Karik n'était pas présent dans la salle, il était en train d'appréhender Marn Hiéroglyphe, un mercenaire pas un mercenaire, un trafiquant qui lui servira de compagnon de route bien plus tard. Quand Zayn rentra dans la salle, en fait, il découvrit les cadavres des Padawan morts au pied du maître et il dut s'enfuir, emmenant par chance ou complètement par hasard, emmenant Marn Hiéroglyphe avec lui puisqu'il est en retard puisqu'il l'avait justement capturé. Du coup, les membres du Covenant se retrouvent dans une situation assez précaire puisqu'il subsiste une preuve du massacre en la personne de Zen Karik. Lui seul connaît la vérité. Pour éviter qu'on accorde trop de crédit à ses dires, les maîtres vont prétendre que c'est Zayn qui du coup a tué les Padawan avant de s'enfuir. À partir de là, Zayn est embarqué dans une galère monstrueuse. Il est seul contre le Covenant et les Jedi. Son compagnon d'infortune, Marn Hiéroglyphe, va avoir une idée et du coup Zayn va prétendre avoir une fausse vision. Il va envoyer un message au Covenant en disant qu'il avait eu une vision et que celui qui avouera vivra. C'est une menace à l'encontre du Covenant et par la suite les maîtres Jedi n'auront pas forcément envie d'aller le chercher vu qu'ils prennent le risque de se faire tuer, puisque dans leur vision ils avaient vu qu'ils se feraient tuer les uns après les autres. Donc grâce à ça, Zayn gagne du temps et ils vont petit à petit démanteler l'organisation du Covenant jusqu'à ce qu'un des membres du premier cercle trahisse le Covenant et avoue les fautes commises par l'organisation. Et c'est là qu'en fait on va apprendre la vérité sur ce qui a amené à cette situation. En réalité, Krinda était manipulée par Azen, donc l'ancien écuyer de son mari. Azen avait eu beaucoup de ressentiment à l'encontre de Barrison, puisque celui-ci était de haute naissance, avait une fortune colossale, même si soi-disant le Trust Dre était là pour séparer les Jedi et la fortune, la famille vivait quand même très confortablement. Et Azen donc l'avait eu un peu en travers du fait que Barrison était déjà marié avec Kindra, qui était son grand amour, et en plus il n'avait pas accès au titre de chevalier puisqu'il n'avait pas les compétences suffisantes. Il a trahi Barrison Dre en l'envoyant se faire tuer par une embuscade Sith, et même il a subi d'énormes dommages physiques. Donc il a été complètement défiguré, il a perdu un œil, il a perdu un bras, il a perdu je crois les 2 jambes, enfin à la fin il a été reconstitué, refabriqué par les Sith,
et il est devenu une sorte de site, enfin pas tout à fait un site, c'était simplement un Jedi qui voulait se venger. Donc il a manipulé Krinda pour obtenir des artefacts Sith, dont le gantelet de Ludo Kresh, qui est un gantelet très puissant, qui interdit à quiconque de blesser son porteur, sauf si la personne le souhaite. Il a obtenu grâce au Trusted Ray les codes d'une super arme en fait, la République a créé une super arme, pas équivalente à l'étoile de la mort, mais en fait c'est une sorte de réseau informatique de partage de données instantané entre tous les croiseurs de la République qui sont en orbite autour de Coruscant. Du coup, en fait, tous les croiseurs sont à même, en quelques fractions de secondes, de changer de cible sans qu'il y ait d'intervention humaine. Azen a récupéré cette puissance de feu, a récupéré les codes, et il s'en servira pour que l'armée de croiseurs, puisqu'on est en pleine guerre mandalorienne, donc l'armée de croiseurs censée défendre la République, va tirer directement sur Coruscant dans le domaine Dray pour empêcher les Jedi d'intervenir. Lucien, suite à la mort de sa mère, qui va mourir de vieillesse ou pendant l'affrontement, enfin elle meurt dans ses bras, mais on ne sait pas si elle meurt de vieillesse ou d'une maladie, devient complètement fou. Il sombre du côté obscur, ce qui était déjà, il avait déjà bien entamé sa descente avec le massacre des Padawan, et il va l'achever à ce moment-là. Quand Azen va se dévoiler en voulant absolument tout détruire, Lucien va faire sa rédemption, donc il a rapidement fait sa rédemption et va affronter Azen avec Zen Karrik. Donc au final, Lucien sera pas défiguré, mais va perdre la vue. Il continuera à vivre parmi les Jedi sur une colonie agricole. Et Zen, lui, sera innocenté. Azen sera tué au cours de l'affrontement. C'est la fin de cette partie sur Zen Karrik, même si on va le revoir dans la deuxième partie avec Revan, puisque plusieurs fois les routes de Malak et de Zane vont se croiser. Donc Malak était au début l'ami de Revan et est devenu son apprenti par la suite. Et les routes vont se croiser, Zane et Malak se connaissent. Et c'est d'ailleurs en partie Malak qui va permettre à Zane d'être innocenté. Luke, ne t'abandonne pas à la haine. Elle te conduirait au côté obscur. On commence maintenant la grosse partie de cette émission avec Revan. Alors ses origines sont inconnues. On sait que son premier maître fut la Jedi Arenkae. Elle disait de lui que c'était comme regarder au cœur même de la Force. Revan avait soif de connaissances qui l'amena à voyager. Il quitta même Arenkae pour pas faire sa formation avec d'autres maîtres Jedi. Certaines rumeurs prétendent qu'avec son ami Alec Skinkar-Jesimus, Revan tenta d'explorer les voies des Sith, ignorant les mises en garde des Jedi contre le côté obscur. Il trouvait l'ordre Jedi trop lent, surtout quand ce dernier décida de ne pas prendre part à la guerre contre les Mandaloriens. Avec un groupe de Jedi, Revan quitta l'ordre pour se joindre au combat et défendre la population. La République accueille ce soutien et Revan devient le leader en devenant le chef des forces armées républicaines. Durant une mission sur Dantooine, Revan découvre une très ancienne carte stellaire qui mène à la Forge stellaire, une arme Rakata d'une puissance infinie. Cette forge avait la capacité de créer une flotte de vaisseaux de manière quasiment autonome. Il me semble qu'elle devait détruire une ou deux planètes, et c'était un truc absolument monstrueux. Petit à petit, Revan prend des initiatives, donnant des missions aux Jedi, Jedi qui le suivent, qui sont avec lui, et il attaque des positions stratégiques. Le Conseil désapprouve et lui demande de sauver les Jedi qui ont été capturés, dont son ami Alex Skinkar-Jesimus. Mais Revan n'aura pas besoin d'intervenir,
puisque ces Jedi qui sont détenus sur la station Flashpoint seront libérés par Zen Karrik. Donc lui par contre il était toujours à l'époque recherché pour le massacre des Padawan, et pendant sa fuite il fut capturé par les Mandaloriens et emprisonné sur Flashpoint avec Alec. Ayant besoin d'une plus grande puissance militaire, Revan demande à Alec de contacter et de négocier avec Adascorp, une grosse société d'armement, pour le contrôle des Exogortes. Alors les Exogortes, pour vous donner une idée de ce que c'est, ce sont les vers géants qu'on voit dans l'Empire contre-attaque, où se planque le Faucon Millenium. Ces vers géants qui se planquent à la surface, dans les entrailles des astéroïdes. Il y en a plusieurs centaines disséminés dans toute la galaxie, et Adascorp avait trouvé un moyen de les contrôler. C'était une arme d'une puissance folle, puisqu'ils étaient capables de dévorer des planètes. Donc bien sûr, les Mandaloriens, la République, Revan, tout le monde était intéressé, sauf que le seigneur Adaska était en réalité un traître, et cette trahison fut éventée par Zen Karrik, donc encore lui, qui sauva la situation. Fin stratège, Revan enseigne les victoires, il reprend les mondes conquis un par un, et il anéantit les Mandaloriens sur Malachor V. Sur cette même planète, Revan découvre l'académie de Traius. C'est un édifice bâti par les Sith et sous l'influence du côté obscur. Déjà éprouvé par les massacres et la guerre, Revan succombe au côté obscur et entraîne avec lui son ami Alec, qui est également surnommé le capitaine Malak. Il découvre également beaucoup de secrets sur les Sith, sur des mondes imprégnés par le côté obscur, et quand ils regagnent leur flotte, ils ne dévoilent pas ce qu'ils ont découvert. Par la suite, Revan demande à un ingénieur, Zabrak, Baodur, qu'on recroise donc dans le jeu vidéo Knight of the Old Republic 2, d'inventer un générateur de masse antigravifique. C'est une arme capable d'utiliser les anomalies créées par la planète pour détruire tout ce vers quoi le générateur est dirigé. Le générateur est installé sur un croiseur, et c'est Mitra Surik, un des généraux de Revan, qui se voit confier sa responsabilité. Mitra Surik sera connu plus tard sous le nom de l'Exilé. Revan savait que cette arme pouvait se retourner contre lui et créer des dommages assez dramatiques. Il envoya tous les soldats et Jedi qui l'avaient déjà défié, qui avaient déjà mis en doute son autorité, à la surface de la planète. En gros, il les envoya à la mort. Donc Mitra Surik, sous les ordres de Revan, lui obéit en déclenchant le générateur de masse antigravifique, qu'il pulvérise une grande partie des deux flottes, la moitié de la planète, puisque d'ailleurs la Malachor était très très endommagée par la suite. Donc les deux flottes sont quasiment anéanties, et de ce qu'il en reste, la République garde une supériorité numérique, ce qui leur permet de gagner la guerre. Animé par le côté obscur, Revan et une partie de la flotte restante s'enfoncent dans les régions inconnues, soi-disant à la recherche et à la poursuite des restes de l'armée mandalorienne. En réalité, Revan n'avait pas oublié la forge stellaire et comptait bien s'en servir pour se créer une armée. Il avait déjà succombé au côté obscur, il ne lui manquait plus que son armée pour rentrer en guerre contre la République. Il se rendit sur Korriban, Kashyyyk, Tatooine et Manaan pour découvrir 4 autres cartes stellaires cachées, qui, une fois combinées à celles de Dantooine, lui permit de retrouver l'emplacement de la forge stellaire. En arrivant à proximité, le vaisseau de Revan et d'Alec s'écrasa sur l'Éton, où ils découvrirent une tribu de Rakata, les Rakatas noirs, dirigés par l'Unique. Jouant un petit jeu politique, Revan trouva une deuxième tribu de Rakatas, les Anciens, ennemis des Rakatas noirs, et les Anciens possédaient l'accès à la forge stellaire. Ils voulaient la détruire pour ce qu'elle était, un artefact du côté obscur. Revan leur fit la promesse aux Anciens de détruire la forge s'ils le laissaient entrer dans le temple. Promesse bien évidemment fausse, puisqu'une fois à l'intérieur, il coupa le champ d'énergie qui protégeait la forge,
et plaça des Jedi noirs pour garder le temple, empêchant ainsi les Rakata d'intervenir. Il était devenu le maître de la Forge stellaire. On suppose que c'est en entrant dans la Forge stellaire que les deux Sith prirent le nom de Dark, puisque c'était un titre non utilisé à l'époque, et c'était surtout issu de plusieurs mots de la langue Rakata, une langue que Revan avait apprise auprès directement des Rakata noirs. Donc ils prirent ce titre et ils furent les deux premiers Sith à le porter. Revan et Malak se fabriquèrent donc une armée pour affronter la République, et Revan laissa derrière lui des traces de ses connaissances dans divers holocrons et ouvrages afin de pouvoir y avoir accès en cas de besoin. Quand Revan réapparaît, c'est à la tête d'une immense flotte d'invasion. Il va affronter la République et va rapidement prouver sa supériorité, à la fois stratégique et militaire. La République sera incapable d'endiguer la progression des Sith jusqu'à ce que Malak trahisse son maître, donc Dark Revan, et que ce dernier soit capturé par les Jedi. Par la suite, Revan va faire sa rédemption. Il va en fait être amnésique, redevenir un Jedi, sera reformé et redeviendra un Jedi donc pour réaffronter Dark Malak et le vaincre dans la Forge stellaire en devenant un héros Jedi. Tout ce passage entre le moment où Revan devient amnésique et la mort de Malak est raconté dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic, le premier du nom, réalisé par BioWare, un jeu que je conseille énormément puisque BioWare a déjà prouvé sa maîtrise dans les RPG, et c'est un très très bon jeu au niveau de l'histoire. Un an plus tard, après de nombreuses recherches, Revan découvrit l'existence d'un second empire Sith. Cette nouvelle l'alarma et il décida d'aller l'affronter seul, sans en parler à ses amis. Il leur annonça juste son départ et il partit pour les régions inconnues pour affronter ce second empire. À travers la force, d'autres choses tu verras, d'autres lieux. L'avenir, le passé, de vieux amis disparus. Après la mort de leur leader, Dark Malak, des mains propres de son ancien maître Revan, les Sith ont commencé à s'entretuer. Se nommant tour à tour Seigneur Noir des Sith, ils se massacrent sans pitié pour le pouvoir. De ce chaos naît une nouvelle génération de Sith dans l'académie de Malachor V, le Triumvirat, formé de Dark Traya, Dark Sion et de Dark Nihilus. Il existe à partir de là deux centres du pouvoir Sith, l'empereur sur Dromundkas et le Triumvirat étant la seule organisation Sith à plusieurs dirigeants. Il y a déjà eu des conseils Sith, les conseils des ombres, toutes les assemblées de seigneurs Sith qu'on veut, mais il y avait toujours un Sith qui supervisait ces conseils-là, ces assemblées. Là, le Triumvirat est la seule organisation avec 3 Sith à sa tête. On retrouve le Seigneur de la Douleur, dans la personne de Dark Sion, le Seigneur de la Faim, dans la personne de Dark Nihilus, et Dark Traya, qui était le maître de ces deux Sith. On connaît très peu de choses sur ces 3 Sith. Certaines rumeurs font état du fait que Dark Traya était l'ancien maître de Revan à Renkae, mais ça n'a pas été confirmé. On sait également que Dark Sion et Dark Nihilus étaient présents lors de la tragédie de Malachor V, mais on ne sait pas si c'était en tant que soldats de la République ou des Mandaloriens. Toujours est-il que Dark Traya leur enseigna les voies du côté obscur et il devint respectivement Seigneur de la Douleur et de la Faim. Alors, Seigneur de la Douleur, Dark Sion est un personnage très, très particulier, puisque même parmi les Sith, il reste très puissant. Là, on parle de Sith qui avaient des puissances assez hallucinantes. On ne parle pas de Azen, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui avait énormément de pouvoir grâce aux artefacts Sith et à l'arme républicaine qu'il avait en sa possession, mais mine de rien, il avait très peu de contact avec la Force. Dark Sion avait un tel potentiel, un tel pouvoir,
qu'en fait il pouvait rester en vie, subir des morts. Enfin, son corps était censé être mort en fait. Sa peau était toute craquelée, il avait perdu un œil, ses organes internes ne fonctionnaient plus, mais il pouvait toujours se déplacer, parler, enfin vivre comme une personne normale, en maintenant en fait la cohésion de son corps grâce à la force. D'ailleurs, dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic 2, on l'affronte plusieurs fois, on est obligé de le tuer plusieurs fois pour le vaincre définitivement, en le persuadant que Dark Trial a trahi. Et Dark Nihilus lui aussi a un pouvoir assez hallucinant. Il fait partie sans doute, il était beaucoup plus puissant que Darksion, et il fait sans doute partie des Sith les plus puissants ayant jamais existé. Alors, c'était pas dans sa capacité à manipuler la force, à l'utiliser, ou même dans ses combats qu'il était extrêmement puissant, mais c'est dans sa manière d'utiliser la force. Il était surnommé le Seigneur de la Faim car il était capable de se nourrir de la force et donc d'aspirer toute vie sur une planète. Il a anéanti plusieurs dizaines de planètes, dont le peuple de son apprenti Visamar, en aspirant la force directement. Donc c'est la force sous sa forme la plus pure. Sa puissance était quand même assez impressionnante quand même au niveau de la maîtrise de la force, puisque pour se déplacer, il a pris un destroyer qui était en orbite autour de Malachor 5 et le dirigeait avec la force. Alors ce destroyer était complètement éventré, c'était une épave en fait, mais il maintenait la cohésion du destroyer quand même avec son pouvoir. Dark Traya, quant à elle, n'avait pas de pouvoir donc complètement ahurissant, mais restait une Sith non négligeable. Dark Traya arrive à la conclusion que la Force est en elle-même trouble de la galaxie et qu'elle doit être détruite, ce qui n'est pas vraiment du goût de Darksion et de Dark Nihilus, qui tentent de la tuer et l'obligent à s'enfuir de Malachor 5. Une purge Jedi est engagée. L'ordre est très affaibli parce qu'ils viennent de subir coup sur coup 3 guerres, donc la guerre contre Exar Kun, la guerre contre les Mandaloriens et la guerre contre les Sith de Revan. L'ordre Jedi n'est plus que l'ombre de lui-même et les quelques Jedi restants sont tués les uns après les autres par Darksion et Dark Nihilus. La longue traque des derniers Jedi s'achève avec l'arrivée de Mithra Surik, surnommé l'Exilé, qui a suivi Revan lors des guerres mandaloriennes. Lors de l'explosion de l'arme antigravifique, elle va se couper de la force pour éviter de ressentir les milliers de morts en même temps, ce qui a rendu fou plusieurs Jedi. Donc elle va complètement cesser d'exister dans la force, et c'est en ça et elle va intéresser en fait Dark Traya, puisque cette dernière cherche une solution pour détruire la force. Dark Traya va d'ailleurs se présenter à elle comme étant une amie sous le nom de Kriya, et va lui enseigner les voies de la force, va lui demander de retrouver en fait tous les maîtres Jedi pour connaître la vérité sur son exil, et pendant que Kreia va l'étudier pour essayer de comprendre pourquoi la force a quitté l'exilé. Durant son apprentissage auprès de Kreia, Mithra rencontrera plein de personnages qui ont un rapport plus ou moins lointain avec la tragédie de Malachor 5 ou le conflit avec les Mandaloriens. Le premier d'entre eux est Aton Rand, qui était un tortionnaire de l'armée de la République, qui avait un don particulier pour ressentir les émotions de ses victimes. Le deuxième sera le Zabrak Baodur, créateur de l'arme antigravifique de Malachor 5. Une autre sera la servante Ekani Brianna, qui n'était autre que la fille d'Aren Kae, le premier maître Jedi de Revan. Tous ces compagnons de route qu'elle va former, en fait, que
que Mithra Surik va former aux arts Jedi vont avec les rares survivants de la Purge, dont Bastila, qui était un des personnages principaux du premier jeu vidéo. Tous ces personnages-là vont recréer l'ordre Jedi pendant que Mithra Surik va partir dans les régions inconnues à la recherche de Revan. Tu auras peur. Tu auras peur. C'est la fin de cette émission consacrée à l'Ancienne République, donc au massacre des Padawans de Taris et à Revan. Pour l'émission prochaine, on parlera toujours de l'Ancienne République, mais avec ce qui s'est passé bien après, donc après la disparition de Revan et l'affaire de l'Empire inconnu. Donc on va aborder l'Empire de Dromunkas, la conquête de la République par l'Empire Sith, la trêve, tout ce qui est juste avant le MMO The Old Republic et qui se passe pendant. Si vous avez des questions sur l'émission, vous pouvez me contacter sur Twitter, donc c'est @GaryCover, GARIKOVER, ou directement sur le site starwars-podcast.com. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en particulier dans des émissions ou même que je rédige des trucs sur le site, ça vous pouvez me le demander, il n'y a pas de problème. Et sinon, on se revoit au prochain épisode. Ciao!